Et si, au-delà des batailles et des traités, l'histoire du continent américain avait été écrite par les épidémies ? De l'arrivée des conquistadors espagnols à l'indépendance des États-Unis, les maladies infectieuses ont influencé le destin de tout un territoire, mais aussi du monde. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les virus à la conquête des Amériques, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 4, le destin des États-Unis et du Canada face à la variole. La pestiférée est coupée du reste du monde. J'ai l'air d'être infectée. Pandémie. C'est pandémie. Fièvre, soif dévorante, taches sur le corps. We have the best medicines in the world. L'épidémie, c'est qui diffuse sur le peuple. Una pandemia. La contagion se répandit dans tous les quartiers de la ville. Pour comprendre ce qui va se jouer en Amérique du Nord à la fin du XVIIIe siècle, il faut retourner en Europe. Car une guerre y fait rage entre la France et l'Angleterre. Les tensions sont fortes entre les deux pays depuis la guerre de succession d'Autriche, qui opposait l'Autriche, donc, alliée de la Grande-Bretagne, et la Prusse, soutenue par les Français. Et l'inquiétude de Louis XV pour son empire colonial va accentuer les conflits. La guerre de 7 ans débute en mer en 1756 et va s'étendre au continent américain. On retrouve pour cet épisode Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste des maladies infectieuses et auteur de « Sapiens et les microbes, les épidémies d'autrefois ». Alors, quelles sont les possessions françaises ? C'est le Canada, c'est la province actuelle du Québec, essentiellement, où les gens parlent français, mais ça représente une toute petite population par rapport à la population anglaise qui s'est installée partout ailleurs et qui va se lancer dans une guerre contre les francophones. Première pièce. Tenez le bras. Hey. Prenez les gargouilles. Gravez-les. Poussez-les au fond du canot. Et puis la perte d'abord de Québec, puis l'année d'après de Montréal. Et à la fin de la guerre de 7 ans, en 1763, il n'y a plus de possession française en Amérique du Nord. Il reste au niveau des Antilles, avec la principale qui est une partie de Saint-Domingue, et puis les petites Antilles, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Mais côté Amérique du Nord, plus rien. Il y a toujours des populations francophones, mais elles sont maintenant sous la couronne britannique. C'est à ce moment-là que va se poser les problèmes dans la partie de ces terres-là qui est proche des Grands Lacs ou dans la vallée de l'Ohio, derrière les Appalaches. Ce sont des territoires de chasse indiens et les Français avaient une gestion de leur colonisation. Il n'y avait pas beaucoup de Français, donc ils n'avaient pas besoin d'être propriétaires du territoire. Ils avaient besoin d'avoir des relations commerciales, récupérer par exemple des fourrures de castor. Et finalement, le modèle, le business plan, c'était faire du commerce avec les Indiens et faire en sorte de ne pas trop être en combat avec eux ou quoi que ce soit. Donc ça fait que à cet endroit-là, les Indiens étaient relativement tranquilles. Sauf que maintenant, ça passe sous couronne britannique et que les colons, alors c'est pas forcément une volonté du roi d'Angleterre, mais les colons britanniques et anglais, eux, ce qu'ils veulent, c'est des territoires. Ils veulent s'étendre vers l'ouest et donc ils veulent en chasser les Indiens. À peine sortis de ce conflit, les Anglais sont donc entraînés dans une nouvelle guerre en 1763, la guerre de Pontiac, du nom d'un chef indien qui va réussir à fédérer les tribus alentours et porter des coups significatifs à l'ennemi anglais. Le roi de France s'est endormi. Il se réveillera bientôt pour chasser les intrus qui saccagent les territoires de nos frères rouges. Nous ne recevons plus aucune provision. Les Anglais nous vendent leurs marchandises 2 fois plus cher et leur pacotille ne vaut rien. Frappons-les pendant qu'ils sont peu nombreux. Et là, branle-bas de combat, c'est pas possible. Et le gouverneur militaire anglais, qui est le général Amherst, va utiliser tous les moyens et on va tomber donc sur un acte qui est un des premiers, en tout cas un des plus clairement caractérisés de guerre microbiologique, qui est attesté par une correspondance entre ce général, le général Amherst, et un colonel, le colonel Henri Bouquet, qui conduit les troupes dans cette guerre de Pontiac. Ne pourrions-nous pas propager la variole parmi ces tribus mécontentes ?
Nous devons, dans un tel contexte, user de tous les stratagèmes en notre pouvoir pour les réduire. Je vais essayer de les contaminer avec quelques couvertures qui tomberont dans leurs mains, en faisant bien attention de ne pas me contaminer moi-même. Alors il y a effectivement eu des épidémies de variole à ce moment-là, à cet endroit-là. Ce qu'on ne sait pas, c'est que est-ce que c'est ces histoires de couverture ou autre chose, mais c'était la volonté y était, le résultat a été obtenu. C'est très important à mon sens parce que ça montre que dans une situation où un virus peut faire la différence, eh bien, si c'est une guerre, eh bien, on va l'utiliser. Et je crois que ça peut toujours arriver, ça peut toujours nous arriver. C'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Une paix entre les Anglais et les Indiens est conclue en 1766. Officiellement, les colons promettent de ne pas s'emparer du territoire, mais rapidement, ils vont s'y installer sans respecter les tribus locales. Peu de temps après, 1775, eh bien, les Américains, les Anglais d'Amérique en ont assez de payer des impôts. Ils ne sont pas représentés au Parlement anglais. Ils disent on paye des taxes, mais on n'est pas représentés. Et cette histoire de payer des taxes, les taxpayers, dont on en parle encore, c'est vraiment quelque chose d'important dans la culture américaine. Et donc, l'idée même que si on paye des taxes, on a des droits, et les droits demandés, c'est finalement de prendre leur destin en main et de quitter la couronne britannique. Le Canada, d'ailleurs, est plutôt un territoire francophone, Montréal, Québec, mais les insurgés américains se disent, tiens, on va aller là-bas, et on va essayer de virer les Britanniques, comme ça les Français seront avec nous, et on va pouvoir avoir plus de soutien et puis étendre notre capacité à mettre les Anglais dehors. Et c'est l'hiver 1775-1776, 2 colonnes d'insurgés américains, l'une commandée par le général Montgomery, l'autre par le général Arnold, vont vers Québec. Ils arrivent au moment de Noël là-bas, c'est le Canada, il neige, et ils essayent de profiter même d'une tempête de neige pour prendre Québec, ça marche pas. Ils perdent beaucoup de monde, ils perdent leurs 2 généraux, il y en a un qui est tué, l'autre qui est gravement blessé, et finalement ils se mettent à assiéger Québec. Le siège de Québec va tourner à l'échec pour les Américains, car la variole va s'inviter dans la bataille. Québec ne pouvait pas avoir de renforts, les Américains pouvaient amener des renforts, mais chaque fois que les renforts arrivaient, ils attrapaient la variole. Et donc ce siège est une catastrophe. Et les troupes américaines sont obligées d'abandonner le siège, de retourner vers ce qui va être les États-Unis, mais sans succès. Pendant le siège de Québec, il y a 2 choses. La variole a tué plus les assiégeants que les assiégés, parce que les conditions de vie n'étaient pas les mêmes, et parce que les troupes britanniques qui étaient à Québec étaient des troupes britanniques. Elles étaient nées en Angleterre, elles avaient fait comme avant les conquistadors, ils avaient fait la variole quand ils étaient enfants. Et puis, la variole a empêché, finalement, les troupes assiégeantes de se renforcer. Parce que plus l'arrivée de monde, plus ils arrivaient c'est comme un feu auquel on fournit du carburant. Et donc, les nouveaux arrivants permettaient à l'épidémie de perdurer. Donc, effectivement, il y a une sorte d'asymétrie qui a eu lieu. Le Canada reste donc sous domination britannique. Et pour comprendre le destin du reste de l'Amérique du Nord, il faut à nouveau jeter un œil à l'Europe. Au XVIIIe siècle, une épidémie de variole y fait rage. Elle va tuer beaucoup de souverains en particulier parce que c'est une maladie qui touche essentiellement les enfants quand on est peu protégé, quand on est en contact avec les autres vivant dans des environnements un peu surpeuplés, etc. Quand on est un roi, un prince, on est un peu protégé. Donc si la variole est une maladie infantile, mortelle souvent chez les enfants en Europe, c'est une maladie de l'adulte et mortelle souvent chez les dirigeants, les aristocrates en Europe au XVIIIe siècle. Ce sont des aristocrates qui vont trouver peut-être une parade à la variole. On peut considérer qu'à ce moment-là, peut-être une personne sur 10 meurt, plutôt dans l'enfance, donc de la variole.
C'est vraiment une maladie qui fait énormément de dégâts. Et une aristocrate anglaise, Lady Wortley Montagu, qui est bien introduite à la cour du roi, elle va partir avec son mari, qui va être nommé ambassadeur de Grande-Bretagne en Turquie, donc pour l'Empire ottoman à ce moment-là. Et là, elle va découvrir que les enfants, en particulier les jeunes filles qui sont destinées peut-être à rentrer dans les harems, sont variolisées dès leur petite enfance. Ça consiste en fait à leur donner la variole, mais au lieu de l'attraper par voie respiratoire, c'est donné en faisant une petite blessure à l'épaule, en grattant et en y instillant du pus de variole. Alors ça paraît quand même contre nature de provoquer une maladie, mais en fait on s'aperçoit que, les lésions restent localisées, donc la variole entraînant des cicatrices très inesthétiques, c'était important dans les harems, et 2, le risque de décès est quand même beaucoup moins important. Et ça frappe Lady Montagu, parce qu'elle a eu la variole, mais alors qu'elle avait déjà un peu plus de 20 ans, c'était une très belle femme, et elle a perdu ses sourcils, elle a eu ses cicatrices, donc elle a perdu quand même de sa beauté, et elle a perdu son frère aussi de la variole. Donc elle comprend, elle décide de varioliser son enfant, et comme elle est bien en cours, elle va communiquer cette recette à la princesse de Galles, et là encore, après quand même un peu de vérification sur des prisonniers, sur des orphelins, ça a l'air de marcher, et donc la variolisation existe. C'était aussi très fortement défendu par Voltaire, qui a écrit un texte à propos justement de Lady Montagu. L'Angleterre suivit son exemple, et depuis ce temps, 10 000 enfants de famille au moins doivent ainsi la vie à la reine et à Madame Wortley Montagu, et autant de filles leur doivent leur beauté. Quoi donc? Est-ce que les Français n'aiment point la vie? Est-ce que leurs femmes ne se soucient point de leur beauté? En vérité, nous sommes d'étranges gens. Peut-être dans 10 ans prendra-t-on cette méthode anglaise, si les curés et les médecins le permettent. Ou bien les Français, dans 3 mois, se serviront de l'inoculation par fantaisie, si les Anglais s'en dégoûtent par inconstance. J'apprends que depuis 100 ans, les Chinois sont dans cet usage. C'est un grand préjugé que l'exemple d'une nation qui passe pour être la plus sage et la mieux polissée de l'univers. Il est vrai que les Chinois s'y prennent de façon différente. Ils ne font point d'incision, ils font prendre la petite vérole par le nez comme du tabac en poudre. Cette façon est plus agréable, mais elle revient au même et sert également à confirmer que si l'on avait pratiqué l'inoculation en France, on aurait sauvé la vie à des milliers d'hommes. Avec cela en tête, ainsi que la situation d'asymétrie qui a joué en défaveur des indépendantistes à Québec, George Washington va mener ses troupes, cette fois-ci, vers Boston. Boston est une ville importante à l'époque, un des principaux ports. Alors, ça coincé, mais avec quand même du ravitaillement, parce qu'ils sont au bord de la mer. La marine anglaise est quand même très puissante. Par contre, les Américains les ont encerclés. Et là, il faudrait peut-être pas recommencer la même histoire. Donc il y a une crainte terrible de la variole par ces troupes américaines. Les troupes, quand elles arrivent, elles sont mises de côté. On regarde si vraiment on fait en sorte que n'arrive personne avec la variole dans cette histoire-là. Le siège de Boston finit par tourner à l'avantage des Américains. Ils contrôlent les hauteurs au-dessus de Boston, ils y installent des canons, les bateaux sont en danger et les Anglais s'en vont avec les loyalistes. Ceux qui étaient avec eux quittent Boston et il s'agit de prendre possession de la ville et Washington, là, à nouveau, est extrêmement prudent. Il va sélectionner dans ses troupes ceux qui ont des cicatrices de variole pour les envoyer prendre le contrôle de la ville. George Washington va avoir l'idée, pour simplifier ses campagnes, dans les périodes de calme, il va varioliser ses soldats. Ceux qui n'ont pas de cicatrices, donc pas d'antécédents de variole, vont être inoculés et mis à l'écart le temps de faire cette variole locale, même s'il y a 1 ou 2% de morts. Là, on est en plus en milieu militaire, ça leur fait pas plus d'inquiétude que ça. Faut se rappeler que les maladies infectieuses tuaient beaucoup, beaucoup plus, et encore à cette époque-là, que les combats eux-mêmes. Donc, quelque chose qui protège une maladie infectieuse extrêmement invalidante et mortelle dans 10 ou 20% des cas, mais qui provoque 1 ou 2% de morts, en contexte militaire,
ils vont décider de faire ça. Et donc, il va y avoir ces campagnes de variolisation des soldats américains, ce qui fait que, pour la première fois, dans une campagne qui fait intervenir des Européens versus des gens qui sont à l'extérieur, eh bien, il n'y a plus ce déséquilibre manifeste, en particulier qu'apportait la variole. Et le temps venant, finalement, des défaites, mais aussi des victoires, les insurgés, les indépendantistes vont gagner. Cette victoire va encourager les Français à se ranger du côté des indépendantistes américains et à se battre avec eux contre les Anglais. Il va y avoir la naissance des États-Unis, avec donc finalement quelque chose qui est très largement décidé par la variole. Le Canada reste britannique et les États-Unis, eux, ont acquis leur indépendance. Comme le Canada reste britannique, les loyalistes américains ont tendance eux-mêmes à migrer vers le Canada, non pas vers le Québec, mais vers les parties un peu plus intérieures du Canada, l'Ontario par exemple, et il va y avoir là finalement une population anglophone qui va être vraiment importante au Canada. Et donc le Canada reste britannique, va parler de plus en plus anglais, sauf au Québec. Et ça, c'est vraiment le fruit de la variole qui a fait cette différence entre les deux pays. Mais les États-Unis sont un pays essentiellement atlantique, avec 13 colonies qui vont depuis... alors la Floride est restée espagnole, mais depuis le nord de la Floride jusqu'au Maine et donc le nord de la Nouvelle-Angleterre. Le destin de l'Amérique du Nord est en marche et la France n'y est en réalité plus très impliquée. Le volet final de la conquête française sur le continent va nous faire revenir à Hispaniola, là où les conquistadors espagnols ont commencé leur expansion. Tout cela, c'est donc au programme du dernier épisode de notre série, avec les analyses de Renaud Piarou. Pour ne pas rater cette conclusion, pensez, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Les virus à la conquête des Amériques est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros et Sébastien Salis, avec Emeline Dulliot.